Moi aussi, je vais faire une présentation Ok, d'accord. courte qui Oui. s'est basée sur… je pense qu'il n'y a pas de questions, donc je peux commencer. Et je vais pas prendre beaucoup de temps. D'accord, je vais Je vais arrêter par- ça. oui, je vais parler des manifold learning. Donc, il y aura une partie un peu où j'essaierai d'expliquer, donc un peu théorique. Et puis, on va voir, il n'y aura pas d'implémentation, mais on va voir des illustrations, comment les choses marchent. Et je m'appuie sur une présentation très brillante. Je vais la montrer. Après, donc, voilà, je commence. Voilà, donc normalement, le manifold learning ou le learning tout simplement, ou la représentation un peu de l'environnement que l'on veut modéliser avec un réseau de neurones, est en train de gagner de l'importance ces dernières années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il devient de plus en plus intéressant pour les chercheurs et puis pour les utilisations aussi. Et manifold learning veut dire variété. Variété. Donc, variété, c'est comment on peut représenter, par exemple, comment on peut représenter une page, une feuille que je plie un petit peu, qui est dans l'espace R3 parce qu'il est plié, mais normalement, comment je peux la faire correspondre, construire une bijection entre cette feuille qui est pliée et la feuille dépliée. Bon. Et donc, ça va s'éclaircir. Donc, en avançant, les choses vont devenir plus claires. Mais tout d'abord, on distingue la manière dont on peut faire du machine learning, donc le supervised learning, lorsqu'on a les exemples avec des labels, l'unsupervised learning, où nous avons des données, donc avec des attributs, et nous essayons de détecter, de trouver une structure à travers les attributs. Donc, sans qu'il y ait des labels, sans qu'il y ait… On a les images de chats, de chiens, de chevaux, etc. Et à travers uniquement les images, on cherche une structure. D'accord? C'est ça l'unsupervised learning. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc je passe le reste. Et donc, l'unsupervised learning, si le supervised learning permet de trouver donc, des relations entre les données pour résoudre une tâche donnée, l'unsupervised learning essaye de découvrir des patterns indépendamment d'une tâche précise. J'ai les données, je peux donc détecter s'il y a des structures latentes, s'il y a des formes donc, dans les données. Donc, est-ce qu'il y a des associations entre les différents attributs? Est-ce qu'il y a un clustering aussi que l'on peut trouver en analysant les attributs toujours? Est-ce qu'il y a des anomalies? Est-ce qu'il y a si je prends toutes les images de chats, de chiens, etc., je peux avoir toutes les images dans un coin et puis une image un peu qui s'éloigne, qui s'écarte. Donc, je peux détecter les anomalies. Et puis, avec un supervised learning, je peux aussi réduire la dimensionnalité. Et après, bien sûr, je peux l'utiliser dans le supervised learning. Une fois que j'ai découvert un petit peu les structures latentes, les patterns qui sont dans les données, je peux après passer tout ça vers le supervised learning. Donc, ça peut être une première tâche, disons, de pré-traitement des données. Voilà, donc on peut avoir des données d'une manière efficace. Est-ce que je peux déterminer les liaisons? Mais d'une manière générale, dans le supervised learning, quand j'ai des données, par exemple ici j'ai x1, x2, xj, je suppose que là j'ai un exemple. Et là j'ai donc les attributs, mais disons attributs. Un chat et puis les pixels, un autre chat, un pixel, chien, cheval, éléphant, chien, chat, etc. Les pixels, donc X1, X2, XJ, donc ce sont les pixels de chaque exemple, chaque exemple d'apprentissage ou de test. Qu'est-ce que je fais? Je plonge
donc, puisque c'est un vecteur, donc je suppose que x1, x2, xj sont des nombres, donc je les plonge dans r à la puissance j, même si ça, vous voyez, ça ressemble un peu à R3, mais imaginez que c'est RJ, sachant que je ne peux pas le visualiser, mais c'est RJ, je le plonge. Il se peut qu'en le plongeant, que donc les points qui correspondent aux exemples, qu'ils soient regroupés comme ça. Donc, ça peut nous aider à faire du clustering. Et puis, quand c'est regroupé de cette manière, on peut trouver un plan, ici c'est un plan de D, sur lequel je peux projeter les points, les exemples, et je garde l'essentiel des caractéristiques. C'est un peu l'espoir. L'espoir, c'est j'ai une matrice avec des exemples, des attributs, ils sont d'une manière naturelle dans RJ, mais moi, je veux passer de cette manière naturelle à une matière qui va demander une analyse, un apprentissage, etc., ce que nous allons voir, à les représenter dans un espace de dimension inférieure. Ça peut être de T, mais supposons que là, nous avons R à la puissance 10 000, donc il serait bien de pouvoir, par exemple, le représenter dans R à la puissance 100. C'est déjà une bonne chose. Et c'est ça la réduction, la dimensionality reduction. Donc, la réduction de dimensionnalité consiste à trouver un sous-espace de dimension inférieure sur lequel je peux projeter les individus. Et ça s'utilise dans la segmentation, par exemple, c'est les clusters, puisqu'on cherche les clusters, mais aussi peut-être la segmentation d'une image ou d'une manière générale, clustering de documents, ou bien de Word, ou bien de thèmes dans des documents. Dans l'anomaly detection aussi, on peut utiliser, donc, ce qui s'écarte, c'est anormal, donc, mais on peut aussi s'écarte un peu des clusters. On peut aussi donc transformer donc des données qui sont dans un espace de haute dimension, comme j'ai dit à un moment, R à la puissance 10 000, vers un espace de dimension inférieure, avec quelques attributs. Et les attributs qui sont là peuvent être des attributs latents, c'est-à-dire des attributs qu'on n'avait pas avant, mais qu'on construit, qui se construisent d'une manière automatique avec le machine learning, avec le manifold learning, à partir des attributs de départ. En général, les attributs de départ, on peut les considérer comme étant des mesures, puisqu'on mesure, puisqu'on a accès à ces attributs. Mais parfois, ils ne sont pas représentatifs de la réalité des individus. Donc, le machine learning et le manifold learning va détecter des variables latentes ou donc des attributs latents qui sont mieux représentatifs des données. Et en plus de ça, ils seraient de dimension inférieure, soit avec perte, soit sans perte d'information. Et parfois, ça permet aussi d'améliorer l'information, parce que parfois, la grande dimensionnalité vient beaucoup plus du bruit que de l'information elle-même sur les données. Donc, voilà, donc ça peut être utilisé, comme ça a déjà été dit, comme une étape de pré-processing des données avant d'aller vers un supervised learning. Voilà ce que nous allons essayer de faire. Nous avons des données, disons, qui appartiennent à R à la puissance 10 000 ou 1000, ou ça dépend de la résolution des images. Là, on prend des images. Ça aussi, c'est un autre qui appartient aussi à R 10 000. Mais quand je prends toutes les images que j'ai possibles ou que j'ai entre les mains, par exemple, je prends toutes les images, des millions d'images dont je dispose, et que je les projette dans R à la puissance 10 000, je remarque que finalement, ça ne remplit pas tout l'espace, que ça suit une courbe. Là, bien sûr, on a mis ça suit une surface. Là, la surface, elle est
c'est comme une feuille un petit peu pliée, mais imaginez que ce n'est pas une feuille, que l'espace c'est R10 000, mais que finalement, les points projetés, plongés, c'est pour ça qu'on va parler du embedding, ils sont seulement dans R à la puissance 100. Donc, on prend les points, on prend les images de chat, de chien, toutes les images que l'on trouve, on les met dans R à la puissance 10 000, puisqu'on a 10 000 pixels, supposons qu'on utilise des images avec une très haute résolution. Mais ce qu'on constate en général, c'est que ils se trouvent dans une, c'est ça un peu la variété différentielle ou la manifold. La manifold, c'est un sous-ensemble de l'ensemble de R10 000, mais avec on sent qu'il a une dimension inférieure. C'est juste R100, mais un peu plié. C'est comme une feuille, je la plie un petit peu. Donc, normalement, il n'est plus dans le plan, il est dans R3, mais normalement, c'est une feuille, donc je peux toujours la ramener à sa forme initiale, plane. Et en géométrie différentielle, on appelle variété différentielle une telle feuille. Pourquoi? Parce que localement, très localement, si je prends une petite surface, elle est tangente à donc elle est tangente à un sous-ensemble de, par exemple ici, de R2. D'accord? Là, on utilise une feuille un peu de dimension R2, mais qu'on a un peu pliée dans R3. Donc, c'est là, il est difféomorphe, donc il y a une correspondance bijective, continue, différenciable, avec ça, avec quelque chose qui est plan. Bon. Donc, une partie locale, donc localement, donc je vais m'intéresser localement au point, au nuage de points, localement. Je prends les points voisins et j'essaie de trouver une partie de dimension, donc une variété, pas une variété, la variété c'est toute la feuille, mais quelque chose qui est bijectif, qui est difféomorphe avec donc un espace de dimension inférieure. Je ne sais pas si vous avez une question, vous pouvez toujours la poser et je pourrais. Comme ça me permet d'accélérer. Donc, ce qu'on a aussi découvert, c'est que quand je prends les images, ils ont des régularités. Regardez, le cheval, ce n'est pas une image aléatoire. Non, c'est une image où il y a des régularités, des symétries, etc. La même chose, le bateau, si je mets un visage humain, la même chose, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les images, mais ce que je dis des images, on peut dire de toutes données que l'on obtient d'un phénomène, d'un système donné, système réel. Donc, les images ne sont pas ne sont pas construites de façon aléatoire. Ils ont des régularités, des répétitions, des symétries. Donc, c'est pour ça que si je vais dans R à la puissance 10 000 et je prends un point quelconque, ça ne va pas me donner un cheval. C'est exactement la même chose si je prends comme ça un petit rectangle, d'accord? Disons qu'il y a 10 000 pixels. Donc, ça veut dire que ça appartient à 10 000. Et je projette des pixels comme ça d'une manière aléatoire, avec des niveaux de gris. La probabilité de trouver une image concrète d'un objet concret est égale à 0. Donc, l'espace occupé par les images dans R à la puissance 10 000, il est très petit. Et en plus d'être très petit, il suit une forme. Donc, d'accord, il suit une forme. Et c'est cette forme que je dois analyser. Mais c'est ça le manifold learning, c'est découvrir la forme que suivent les données, dans l'espace R à la puissance 10 000, et essayer de les analyser et de les utiliser aussi pour la prédiction ou pour autre chose. Voilà, donc j'espère que c'est un peu clair. On peut, si on veut faire donc une réduction de la dimensionnalité, on aurait pu, ou du clustering, il y a les k-means, d'accord, mais ils posent des problèmes, les k-means. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons ces trois
ces trois clusters, mais le K-means, il nous donne ça. Il nous donne pas ce qui est là, parce que il cherche les plus proches voisins et ça ne donne pas toujours ce qu'on souhaite avoir. D'accord. Là, par exemple, vous voyez, pour nous, c'est deux clusters, mais qui ne sont pas, ils ont cette forme un peu bizarre. Mais si j'utilise Camille, je trouve ces deux clusters, ce qui n'est pas non plus, correspond pas normalement aux attentes. Mais il y a une autre méthode qui est classique, qui a été utilisée pour la réduction de la dimensionnalité, c'est le PCA, donc l'ACP en français, analyse des composantes principales. Qu'est-ce qu'on fait dans l'ACP? C'est qu'on cherche à réduire la dimensionnalité des données. Donc, supposons que nous avons, comme on a vu avant, nous avons des exemples avec beaucoup de variables, de 1 jusqu'à J, et J, ça peut être 300 ou 400 ou 1000. D'accord? 1000, par exemple, 1000. C'est comme les images, si je prends les images, ou 10 000. Et puis, j'ai ici les individus, le 1, etc., jusqu'à I majuscule. J'ai beaucoup d'individus. Un individu, c'est une ligne. La CP, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Elle essaie de trouver, pour les lignes, de nouvelles variables, pas les variables de départ, pas les attributs de départ, mais de nouvelles variables, disons F1, F2, mais en nombre plus petit, jusqu'à Fs, par exemple. Donc, il cherche à réduire le nombre de variables, le nombre d'attributs, et ainsi réduire la dimensionnalité du problème. Maintenant, chaque point, chaque individu, il n'est plus dans R à la puissance 1000, mais il est dans R à la puissance 5 ou 6 ou 100, ça dépend un peu de la dimension que l'on choisit. Et bien sûr, la CP permet aussi de projeter les données pour les gens qui savent un peu c'est quoi la CP, sur ce qu'on appelle le plan factoriel principal, et donc on aura des clusters où, d'accord, les données ils vont être représentées de manière juste en deux dimensions, mais de façon à essayer de garder l'essentiel de la structure des données de départ. S'il y a des clusters, on doit, en projetant sur le plan factoriel, avoir toujours des clusters. S'il y a une certaine régularité, les données ils vont comme ça, donc ils croissent dans ce sens. Je dois aussi garder ça dans le plan factoriel. Et ça permet d'éliminer le bruit, etc. Donc, et de me placer dans un espace de dimension inférieure. Et puis d'analyser les similarités, etc., les similarités entre les individus, la corrélation entre les variables. Donc, on veut s'inspirer de ça, on veut s'inspirer de l'ACP pour réduire la dimensionnalité. Donc, l'ACP, qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons des individus, nous avons des notes ici, donc des variables, des attributs. Qu'est-ce qu'on fait? On va projeter les attributs dans l'espace RJ. Normalement, ici, c'est RJ dans le cas général, mais dans l'exemple, c'est R5, puisqu'on a, regardez, nous avons 5 attributs. Et les axes, c'est par exemple maths, chimie, physique, chimie, mais il manque les autres. Il manque français et anglais parce que je ne peux pas dessiner 3D. Mais vous comprenez un peu le message. Donc, ce qu'on cherche à faire avec l'ACP, c'est détecter la droite qui suit la variation maximale des points, c'est-à-dire là où il y a des dispersions maximales. Vous voyez, donc les points, ils se dispersent dans ce sens. Pas ici, ils se dispersent, mais pas beaucoup. Mais là, ils se dispersent beaucoup. Donc, la dispersion maximale, il suit cette droite que je vais appeler D1. Et on va donc projeter les points sur cette droite. Et au lieu de rester dans R3 ou R5 ou R10, on peut se ramener à R1, justement à R, donc à une sous-dimension. Mais en général, on perd beaucoup d'informations, donc on ajoute encore une deuxième droite qui maximise la dispersion, qui soit orthogonale à la première, qui maximise la dispersion encore des points, mais tout en restant diagonale à la première. Et puis, on peut ajouter une troisième donc droite, etc. Donc,
supposons que J, c'est 10 000. Donc, on peut avoir D1, D2 jusqu'à D100. Donc, 100 directions qui maximisent la projection des points. On dit la variance. Ou alors l'inertie récupérée. Donc, je ne vais pas trop détailler la CP, mais l'idée, c'est ça. Donc, on cherche. Donc, on veut préserver les distances maximales. Nous avons une grande distance entre ce point et ce point, on va la préserver. Nous avons une grande distance entre ce point et ce point, nous allons la préserver. Nous avons une petite distance entre ces deux points, on les ignore. C'est-à-dire que ça ne joue pas un grand rôle dans le choix de D1, D2. D'accord? De l'espace de petite dimension. Parce que D1, D2, etc., D1, D2, D3 jusqu'à D5 ou jusqu'à D100. Si on commence à partir de 1000, 10 000, donc ça va être le sous-espace qui a une dimension infinie, puisqu'on va prendre 100 ou tout simplement 3. Si au départ nous avons 5 attributs, on peut garder 3 qui récupèrent le maximum d'inertie. Donc c'est une réduction de la dimensionnalité. Voilà, donc on prend T1, puis on détermine T2, et puis on projette les points sur le plan factoriel. Et on projette dans les points, on peut faire une analyse, on peut dire, voilà, interpréter, etc., dire, d'accord, déterminer déjà quel est le premier axe factoriel, ça correspond à quoi, le deuxième axe factoriel, plus ou moins, ça correspond à quoi, le deuxième axe factoriel, ça correspond à quoi, et faire une analyse. Maintenant, la CP, c'est bien, je peux aussi analyser les variables, je peux récupérer les inerties, expliquer un peu les données. Et si je prends MNIST, c'est le dataset proposé par Yann Lequin, qui contient 70 000 chiffres manuscrits, qui sont des images 28 x 28 pixels. Donc, chaque image, je peux la transformer en un vecteur qui contient 784. Donc, chaque image, une image comme celle-là, elle appartient à R à la puissance 784. Donc, vous voyez, c'est une grande taille. Et on ne peut pas faire toutes les mathématiques habituelles avec des vecteurs de ce taille. Ça demande beaucoup de temps de calcul. Et donc, on va voir le PCA ce qu'elle fait. Voilà ce qu'elle fait. Et là, PCA, il met les 1 ici, les 7 quelque part ici, mais un petit peu, il y a un chevauchement avec les 7 et les 9. D'ailleurs, 7 et 9, pourquoi? Parce que ça se ressemble. Il y a quelqu'un qui peut écrire 7 comme ça. D'accord? Et quelqu'un qui peut écrire 9 comme ça. D'accord? Ou même comme ça. Donc, 7 et 9, on a pris les chiffres manuscrits que les gens, d'une manière comme ça, on a récolté c'est pas Yann Lequin qui a écrit ces chiffres, donc on a pris ce que les gens écrivent. Et on les a un petit peu pré-traités et ça constitue le dataset MNIST. 5 et 6, ça se ressemble un petit peu de la même manière, mais je ne vais pas. Et puis 8 et 5, ça se ressemble un peu, 3 et 2, etc. Donc le 0, il est un peu plus loin et il est beaucoup plus loin de 1. Donc les points projetés ici sur le plan, parce que regardez là, on les a projetés sur le plan. On aurait pu avoir d'autres projections sur d'autres plans. Donc là, les chiffres manuscrits qui sont des vecteurs de R à la puissance 784, mais qu'on a projetés sur le plan en utilisant la CP, si tout ça était noir, s'il n'y avait pas les couleurs qui distinguent les 1 des 9, des 2, des 0, etc., on ne serait pas, donc on ne s'en sort pas, on ne s'en sortirait pas. On ne saura pas quels sont les 9. Les clusters ne sont pas identifiés. Donc, MNIST ne peut pas être traité par PCA. Pourquoi? Parce que PCA, elle fait un traitement linéaire. Elle cherche à faire tourner un peu les données, les coordonnées, pour trouver un plan sur lequel la projection serait
la meilleure. Or, parfois, les problèmes, c'est qu'il n'y a pas possibilité de trouver un plan sans transformer les données, sans toucher aux données, qui récupère un petit peu les caractéristiques, un peu les clusters qui sont dans les données. Donc, il faudrait faire autre chose. Et d'où le manifold learning. J'espère que c'est clair.